Chercher l'idole. Que tout cela se paye par beaucoup de lourdeur, énormément de mauvais goût, et surtout des lois. Des lois nouvelles. Des lois tout le temps. Des lois pour tout. Des lois inédites presque chaque jour. Pour notre confort, pour notre bonheur. Voilà qui n'a rien d'illogique. Et qui s'en plaindrait. D'ailleurs, nous les voulons, ces lois. Nous n'arrêtons pas d'en demander d'autres. Ce sont tous les jours des suppliques, la même plainte quotidienne, le même sanglot. Des lois, encore de nouvelles lois, des décrets pour tout, des lois cadres, une nouvelle législation, des punitions, des châtiments. Le monde change, les mœurs évoluent, il faut répondre au coup par coup. Nous voulons des barrières juridiques, des limites, encore du pénal. Nous ne savons plus du tout où nous allons. La paix de l'humanité a un prix. Mon royaume pour un décret. Il serait vain d'incriminer le spectacle sans clouer les spectateurs au même pilori. La plus belle fille du monde ne peut donner que les caresses dont on la couvre. Le spectacle ne peut offrir que ce qu'il trouve chez ceux qui le désirent, et le consensus, au fond des choses, n'est qu'un autre nom pour servitude. Il a pu changer selon les époques, il a pu s'appeler patriotisme, église, sacralisation de la famille, de l'ordre, de la propriété. Chaque siècle se redécore à neuf, le protège de ses barbelés, hérisse tout autour ses principes. Le meilleur moyen, probablement, le seul peut-être, pour repérer les objets de culte d'un moment de la civilisation, c'est de bien connaître les lois chargées d'encadrer le peuple des fidèles comme d'en réprimer les écarts. Céline, par exemple, pour son temps, manifeste une lucidité admirable lorsqu'il montre son héros dans Voyage se sauvant du lynchage in extremis par des proclamations patriotiques. Moi, dont le sang s'est mêlé au vôtre au cours d'inoubliables batailles, vive la France, nom de Dieu! Vive la France! Le danger passé, il conclut. Il ne faut jamais se montrer difficile sur le moyen de se sauver de l'étripade, ni perdre son temps non plus à chercher les raisons d'une persécution dont on est l'objet. Y échapper suffit aux sages. J'attends toujours le romancier qui montrera un personnage d'aujourd'hui désarmant la haine de ses ennemis en agitant la déclaration des droits de l'homme, sa carte grise, une facture de redevance télé. On a bien vu en février dernier dans le désert du Koweït des soldats irakiens qui se rendaient, drapeau blanc dans une main, Coran dans l'autre. Un soldat occidental, il se serait rendu avec quoi? En brandissant quoi de consensuel, donc de religieux? Son numéro de sécu? Une cassette vidéo? Son thème astral? Un cheeseburger? Tout ça ensemble? L'intéressant, c'est que le lynchage prend maintenant des masques progressistes. Rejetés par la porte, les vieux réflexes de haine et d'exclusion rentrent aussitôt par la fenêtre pour s'exercer contre de nouveaux boucs émissaires toujours plus incontestables. Les pays où la chasse aux sorcières bat son plein se multiplient. Au nord, pour commencer, comme de juste chez les protestants, mais personne n'en parle de cette façon, puisque c'est comme de juste en vue du bien. Contre les derniers tabous encore en place, quoi de plus sympathique, par exemple, quoi de plus incontestable, en vérité, que la lutte contre l'inceste? En Hollande, dans certains centres spécialisés, on fait jouer les mineurs perturbés avec des poupées spéciales équipées d'attributs sexuels agressifs. Vagin bien ouvert, poils, verge en érection. D'après le comportement des enfants, on affirme pouvoir déceler les cas d'inceste. Quelques voix timides s'élèvent pour contester la méthode, mettre en doute son efficacité, dénoncer sa scientificité, suggérer qu'elle pourrait bien avoir, hélas, quelques petits effets pervers, que le bien, en somme et fatalement, serait toujours le pire ennemi du bien. Mais qui oserait arrêter la machine à exorciser, maintenant qu'elle a été lancée? Certes, nous n'avons pas encore la franchise de faire parader nos armées de la vertu à la façon des Mutawa en Arabie Saoudite, cette police religieuse d'État qui patrouille dans les rues en 4x4 pour y faire respecter les lois coraniques, veiller à la fermeture des boutiques durant les heures de prière et tabasser les femmes qui laisseraient apercevoir un peu de peau nue. Mais ça viendra peut-être. Il suffit seulement encore d'attendre. Sur la planète électrifiée, conditionnée par l'environnement de l'information, la chasse à l'homme avec ses innombrables formes d'espionnage est devenue un drame universel, a constaté Macluhan il y a déjà un certain temps. Pour une fois, il parlait d'or.
Le lynchage accompagne le consensus comme l'ombre accompagne l'homme. Au nom de l'intérêt général, tout devient suspect, dénonçable. L'exigence de la vérité, la transparence divinisée, la glasnost appliquée à la télévie quotidienne, voilà le truc mirobolant des vertueux de profession en pleine trémulation, en pleine lévitation de bienfaisance. Pharisaïsme, aurait-on dit en des temps un peu plus cultivés. Qu'est-ce que c'était un pharisien ? Quelqu'un qui était convaincu de se trouver lui-même en état de grâce, donc justifié d'intervenir dans la vie des autres à tour de bras. Les médias ont redonné au pharisaïsme un coup de jeunesse providentielle. Attention, l'écran dévoile les hommes, l'image ne ment jamais, c'est pas comme les mots. Chaque téléprestation devient une épreuve de vérité, mon cœur mis à nu, tous les soirs. On doit la vérité, on doit la transparence de sa pensée, on doit faire semblant de ne pas mentir. Comme si on devait quoi que ce soit à la société de pacotille. À ceux qu'on aime, peut-être. Et encore, si on les aime précisément, c'est parce qu'ils pensent qu'on ne leur doit rien. Toute vie se résumant aujourd'hui à ce qui en reste d'apparence, cette fière exigence de vérité n'est bien sûr qu'un trompe-l'œil de plus. Un effet de discours là aussi, un leurre de style supplémentaire, une simple manière de parler. La vérité qui s'étale sur les plateaux est à peu près aussi utilisable que les médicaments périmés ou les tonnes de beurre au peroxyde déversées par les organisations caritatives sur les pays en grande détresse. On vous demande d'y croire, et puis c'est tout. La vraie vérité n'est pas pour vous. Jamais l'égoïsme ne s'était montré plus à découvert, mais le bien public, la liberté, la vertu même étaient dans toutes les bouches, constatait Madame de Ménerville dans l'ambiance de 1789. Nous en sommes là, exactement. Maintenir dans le secret de soi-même la possibilité du mensonge, c'était encore laisser une chance, même une toute petite, au plaisir. Sade ne m'a pas attendu pour le dire. La dissimulation et l'hypocrisie sont des besoins que la société nous a faits. Cédons-y. Ou pire encore, il n'est pas un seul projet de crime, quelle que fût la passion qui l'inspira, qui n'ait fait circuler dans mes veines le feu subtil de la lubricité. Le mensonge, l'impiété, la calomnie, la friponnerie, la dureté d'âme, la gourmandise même, ont produit dans moi ces effets. À la faveur de notre marche accélérée vers l'innocence, l'érotisme, la vérité tranchante du crime sexuel sont bien sûr les premiers à s'effacer. On peut voir des ministres américains ou australiens se traîner en larmes à la télé pour avouer qu'ils ont trompé leur femme, mais que c'est fini, promis juré, ils ne recommenceront plus jamais. Une association britannique cogite la possibilité d'assortir les disques d'un système de codification comparable à celui du cinéma et grâce auquel les acheteurs seront mis en garde contre le contenu sexuellement implicite de certaines chansons. Il y a quelques années, une jeune comédienne avait été contrainte de démentir son sida devant le tribunal médiatique du peuple. Aujourd'hui, un acteur français victime d'une brutale campagne de dénigrement aux USA se retrouve accusé d'avoir participé à un viol à 9 ans. Hein ? 9 ans ? Vous avez bien dit 9 ? Oui, oui, ça n'a d'ailleurs pas l'air d'étonner tellement ses détracteurs. Ils sont beaucoup trop occupés à s'indigner, ils foncent, ils boycottent, ils aboient. Le scandale gronde, les rectificatifs se succèdent. Finalement, l'acteur n'aurait pas participé, il aurait seulement assisté. Mais assister en anglais, voyez-vous, se traduit par participate, non ? Si. Et ainsi de suite. On pourrait en effet continuer la revue de presse pendant des heures. Ces anecdotes sont insignifiantes, je l'admets, mais il est devenu nécessaire de noter au vol tout ce qui se dit ou se montre, parce que ces choses, pour la plupart ridicules dès leur apparition, redeviennent en moins d'une semaine incompréhensibles, donc leur analyse inconcevable. Si ce n'était pas alarmer la société où l'on est dénoncé comme un homme dangereux, j'aurais écrit tous les soirs tout ce qui se disait et se faisait, à regretter un jour le prince de ligne. Mais qu'aurions-nous à craindre, nous, des alarmes d'une société à la fois sûre de sa puissance et pour qui presque tout, désormais, représente un danger effrayant, même notre silence éventuel. Le transsexualisme de masse a cessé d'être une utopie pour devenir notre réalité de remplacement. J'aime, dit une jeune écrivaine dans une envolée pleine de poésie consolatrice, voir les frontières du sexe transgressées par l'être androgyne qui refuse d'être mutilé. Ouh, comme c'est joliment soupiré.
D'un côté, frontière, mutilée, des notions antipathiques. De l'autre, transgression, concept d'autant plus souriant qu'il est aujourd'hui inoffensif. Le tout culminant dans la célébration de l'être androgyne, héros idéal comme de juste de la nouvelle bien-pensance. Voir encore des différences sexuelles et en jouir est devenu un handicap, une tare exilante, la preuve qu'on pense mal, ou même simplement que l'on pourrait penser quelque chose. Le sexe, à l'heure où j'écris, et sauf divine surprise de dernière minute, est désormais rétrospectif, conjugable au passé, minuscule point-virgule d'écume sur la ligne d'horizon de l'histoire humaine. D'après les vieux manuels de confesseurs, la délectation morose consistait à s'attarder à la représentation mentale ou verbale d'un acte sexuel passé. Nous y sommes en plein. Toutes nos voluptés sont derrière nous. Une archéologie du plaisir serait à inventer, la vie sexuelle comme archive. Il y a pas mal d'années déjà, l'involontaire comique médiatique avait fait ses choux gras de la vogue de la New Chastity. Ce n'était qu'un pâle début, l'annonce que nous entrions dans la nouvelle ère, celle du phallus sous latex. Le mythe rétrospectif de l'orgie posée et unanimement accepté, chacun est censé avoir baisé dans les années 70, plus personne n'est censé baiser aujourd'hui. La contrition suit d'elle-même. Mea culpa générale. Tout le monde la queue basse, c'est le cas de le dire. De même qu'en politique, la cause est entendue. Il n'y a plus d'alternative présentable à la démocratie et à l'économie de marché. De même, dans le domaine des rapports des sexes prévaut le sentiment qu'il n'existe plus d'alternative au couple. Officiel ou non, homo, hétéro, peu importe. Mais couple. Famille. Dans l'intimité de chacun, le sida aurait joué un rôle comparable à celui du mur écroulé de Berlin en politique. L'individuel comme le collectif n'aurait plus le choix. Plus aucun choix dans le social, plus aucun choix dans le privé. Terminé là aussi. Rideau. Ce monde est plein de réunifications moins commentées, plus discrètes que celles de RFA-RDA, mais tout aussi chargées d'avenir. Je me demande, dit un personnage dépossédé, qui nous devons remercier pour avoir si habilement travaillé les esprits que personne n'a plus une seule idée à soi. Nous pourrions, nous, très bien savoir, mais nous préférerons ne pas trop chercher. Il en va donc de l'effondrement de la différence sexuelle comme de celui des anciens rapports bloqués, Est-Ouest. Leur disparition entraîne la précipitation affolée de la plupart vers les derniers pôles, les dernières bouées rassurantes, le bien commun, les principes moraux, la vertu. Mais qui dit bien, dit recours à la loi pour protéger celui-ci. Vouloir le bien, c'est donc, et par-dessus tout, vouloir l'État qui le garantira. Nous sommes aujourd'hui dans une situation qui rappelle, en 1000 fois pire, en 100 000 fois plus redoutable, celle du XVIIe siècle, où avoir une opinion à soi, être individu, apparaître individu, et pas individu bidon singularisé en toc par la sape standard, la voiture, le look et les loisirs, constituait la définition même de l'hérésie. La liberté de penser a toujours été une sorte de maladie. Nous voilà guéris à fond. Ne pas débiter le catéchisme collectif d'emblée est un signe de folie. Jamais le troupeau de ceux qui regardent passer les images n'a plus été sensible au moindre écart qui pourrait lui porter préjudice. Jamais le bien n'a été davantage synonyme de mise absolue en commun. Il est indispensable de suivre à la trace ceux ou celles qui, à tout moment, à tel autre, réclament de nouvelles mesures destinées à renforcer les vieilles tenailles sociales, si on veut comprendre la dévotion particulière de cette fin de siècle. De temps en temps, dans le TGV de la répression, grimpent de nouveaux passagers. Il faut savoir les repérer. Les féministes, par exemple, profitèrent récemment de l'émotion soulevée par les sinistres déclarations antisémites de je ne sais quel plus vieux cinéaste pour rappeler qu'elles avaient dans leur fond de tiroir 2 ou 3 projets antisexistes de derrière les fagots qui ne demandaient qu'à être adoptés. Ça n'avait pas le moindre rapport, mais personne ne s'en est étonné. Une même société peut très bien, en 3 mois, passer majoritairement de la protestation vertueuse en faveur d'un romancier persécuté par les ayatollahs à l'indignation tout aussi vertueuse contre le sexisme des images. Dans un livre dont le titre était si vulgaire que je me refuse à l'imprimer, mais qui valait son pesant de candeur tartufière, une ex-conseillère de l'Élysée, il n'y a pas si longtemps, partait en croisade au nom de la part d'enfance bafouée ou négligée par la télé. Sa bête noire, bien sûr, c'étaient les feuilletons, les séries américaines et leur incroyable violence. Presque trop gros pour être vrai,
elle suggérait aux publicitaires de censurer eux-mêmes les tranches horaires les plus saignantes ou érotiques. La pub exorcisant les malpensants. Les annonceurs mobilisés pour balayer les écuries du spectacle. Le business appelé à l'aide contre l'immoralité. La connerie marchande boycottant la connerie imagée. Euro Disneyland en boucle. Vert paradis de l'an 2000 où les annonceurs seront aussi les censureurs. La litanie des bons sentiments, le catéchisme par lequel n'importe qui est désormais tenu de se présenter, remplace en fin de compte et très avantageusement la prière, si tant est que celle-ci, comme le soutenait Nietzsche, n'a été inventée par les grands fondateurs de religion que pour avoir la paix, pour que les gens, pendant ce temps-là au moins, ne les emmerdent pas trop. Dressage, discipline. Occupation des mains, de l'esprit, des yeux, amener les fidèles à répéter les 99 noms de Dieu ou à reprendre en chœur devant l'écran le chapelet des droits de l'homme, voilà d'excellentes mesures éducatives, bien adaptées à des moments précis et différents de l'histoire humaine, et destinées à rendre tout le monde à peu près supportable, au moins quelque temps. Chercher l'idole. Le peuple un jour, la morale conservatrice le lendemain, les femmes le surlendemain, les enfants, les animaux, les pauvres, la patrie, la marchandise publicité, l'amour, l'âme, la poésie, Dieu. Quelle importance! Ce qui compte, ce ne sont pas les appellations finalement interchangeables de l'idole, c'est qu'il y en ait une, toujours, au moins une, à chaque fois, et qu'elle soit suffisamment massive, suffisamment impressionnante, et que la question de la justifier ne se pose plus pour personne. Le bien général est le véritable nom commun de l'idole à travers les âges, et sa puissance se fonde sur la lourdeur, la crédulité, l'envie, l'ignorance, la fourberie, la surdité et la lenteur grégaire de presque tous. Chercher l'idole. Sous la Deuxième République, en France, c'est le peuple qui a commencé à servir d'objet de culte, donc de prétexte répressif. Les militants du progrès accusèrent les écrivains de le démoraliser, ce peuple, de le décourager. Voilà au moins un grief qui avait devant lui un bel avenir. Personne ne sait aujourd'hui ce qu'a pu être en 1851 l'amendement Riancé, et c'est dommage. Il s'agissait en réalité d'une sorte de fatwa à la française dirigée contre tout écrit ayant la forme d'un roman et passible d'un droit de timbre supplémentaire. À mon retour à Paris, raconte Nerval au début d'Angélique, je trouvais la littérature dans un état de terreur inexprimable. Par suite de l'amendement Riancé à la loi sur la presse, il était défendu aux journaux d'insérer ce que l'Assemblée s'est plu à appeler le feuilleton roman. Moi-même, qui ne suis pas un romancier, je tremblais en songeant à cette interprétation vague qu'il serait possible de donner à ces deux mots bizarrement accouplés. Feuilleton roman. Quelques années plus tard, sous le Second Empire, l'accent fut plutôt mis, comme on sait, sur la défense des bonnes mœurs. L'étrange et le blasphème devinrent éminemment punissables. Il y eut les procès de Flaubert puis de Baudelaire, auxquels il faut toujours revenir. On pouvait alors se retrouver condamné pour atteinte à la morale religieuse, ou la morale publique, ou encore les deux ensemble. Sautons un siècle. Nous revoilà chez nous, à la veille de l'an 2000. Certes, la femme a quelques difficultés à devenir, du moins ici, en France, ce totem incritiquable, indégradable, non ironisable, que le féminisme n'en finit pas d'espérer un jour d'ériger. En attendant, Dieu merci, nous avons l'enfant, passe-partout intouchable. L'enfant, le martyr des télétons, successeur pêle-mêle du peuple, de la morale, des mœurs et de la religion, de Dieu même peut-être, au fond. Héritier universel, grand fétiche, fouet unique à tout cravacher. Au nom de qui on interdit à l'affichage chaque fois qu'on veut tuer? Ah, l'enfant. Le monde sera sauvé par les enfants. Rappelons-nous ces films qui ont abondé il n'y a pas si longtemps, où l'enfant non souhaité faisait son apparition au milieu d'un couple de jeunes décideurs aux dents longues. Arrivé de Mowgli à Wall Street, l'enfant loup sur Fife Avenue, le naturel au galop, l'authentique sous la forme d'un bébé venant rafraîchir la mémoire de l'espèce humaine, parvenu au stade le plus sophistiqué de son esclavage enthousiaste, et lui remettre le nez dans ses origines animales, ses racines sauvages reniées. Ces liens imprescriptibles avec le grand tout,
Les arbres, les champs, les archipels, les étoiles, les animaux. Quand on se souvient que les Irakiens, dans les premiers jours du mois d'août 90, ont mangé les bêtes du zoo de Kuwait City, surtout les cerfs et les antilopes, on comprend que tout le monde ensuite ait si farouchement voulu leur peau. Et cet autre film, L'Ours, dernièrement par lequel la conspiration planétaire écologico-initiatique ou occulto-naturiste s'est exprimée avec l'éclat et le succès que l'on sait. Non, on n'en finirait jamais s'il fallait tout rappeler. Et nos grandes prières à la Terre. Comme si l'organisation de la dégradation du monde physique et la dénonciation de cette dégradation n'avaient pas une seule et même source. La Terre sacrée, martyrisée, notre mère à tous vandalisée, polluée, asphyxiée. On entend ce refrain tous les jours. Encore un truc qui marche à fond. La Terre, comme une sorte de myopathe géant, roulant sans cesse dans les écrans, sous nos yeux épouvantés. Tocqueville, de son observatoire américain, s'était demandé ce qui faisait pencher l'esprit des peuples démocratiques vers le panthéisme. Il avait fini par répondre que plus les conditions deviennent égales entre les hommes, et plus les individus disparaissent, se noient dans la marée de l'espèce, elle-même mélangée avec l'univers, lui-même mixé avec Dieu dans un seul tout, une seule idée aussi immense qu'éternelle. Il aurait pu déduire de cela bien des choses, depuis la divination de l'enfant jusqu'au business planétaire sécrétant son apparent contraire écologique, son effrayant jumeau New Age, son double technico-panthéistique. En France, il faut bien le reconnaître, question sacrée, question idole, nous traînons quand même un peu les pieds. Surtout si on compare avec d'autres pays, les États-Unis, le Canada, la Suède. Ah, ces contrées de rêves de fer où chaque minute de télé est désormais filtrée, visée, châtrée, épurée par les comités, où les censeurs sont convaincus que l'érotisme misérable des pubs est un danger. Mais patience, patience, les Français ne perdent rien pour attendre. Il nous reste un vague souffle de vie, ça ne pourra pas durer toujours. Notre goût de la frivolité, notre penchant arrogant à l'individualisme finiront par être laminés. Tout se paie. Le puritanisme justifié qui s'empare de la planète s'intéresse à nous. Le dénominateur commun en rage, bien plus efficace et global que les projets des tyrans fous du passé, a promis de nous absorber. Plus personne n'a déjà le choix entre le vice et la vertu, seulement entre cette dernière et le néant. C'est pour ça que tout se fait mise. Même la recherche scientifique est saisie par la débauche sentimentale. La biologie, par exemple, n'est plus la discipline que vous pensiez. On vous avait peut-être raconté que le système immunitaire était un formidable dispositif guerrier contre les molécules dangereuses. Pas du tout. Erreur complète. Il s'agit d'une machine, au contraire, extrêmement suave, civilisée, d'une tolérance acharnée, en quête perpétuelle, je cite, d'équilibre dynamique. Le pacifisme, en quelque sorte, poursuivi par d'autres moyens. Les médias ne diffusent que ce qui relève du bien, parce qu'ils veulent nous imposer l'idée qu'ils sont le bien lui-même, enfin complet, réalisé. Les réseaux hertziens, d'ailleurs, pourraient-ils véhiculer autre chose que des débats édifiants? Et qu'y a-t-il d'autre en ce monde aujourd'hui? Qu'y a-t-il d'encore vivant, sinon les réseaux hertziens? Notre incroyable légèreté, notre ironie provinciale, notre inaptitude française à l'uniformisation européenne, notre mégalomanie encrassée, ont toujours exaspéré les peuples qui voulaient vraiment notre intérêt. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Oh, nous faisons des efforts, nous en avons fait, nous en ferons d'autres. Mais notre plus gros défaut, notre pire tare à vrai dire, notre vice épouvantable, c'est de ne jamais aller jusqu'au bout. Voilà notre immoralité. Nous chipotons dans les pourtours, nous prenons des mesures, votons des lois, nous lançons des tas d'opérations coup de poing dans tous les sens, pour n'importe quoi, n'importe quand, et puis tout s'oublie, tout se dissout. Même les plus sinistres tendances répressives des temps modernes s'effilochent chez nous, se vaporisent. Je ne voudrais pas qu'on me pense chauvin, je sais la France et ses horreurs, mais on ne m'empêchera jamais de me dire qu'un pays où le féminisme anglo-saxon et le déconstructivisme déridien n'ont jamais pu réellement adhérer, prendre racine en profondeur, ne peut être tout à fait mauvais. C'est bien pour cela que nous inquiétons. Il faudra un jour nous liquider, nous coloriser nous aussi, nous convertir intégralement. Les Allemands déjà, du temps de leur splendeur hitlérienne, nous prévoyaient dans l'avenir terre inoffensive de tourisme.
de loisirs et gastronomie, province de la mode et des parfums, une sorte de Suisse un peu plus vaste, ouverte aux tours opérateurs de la Germanie universelle. Le petit bréviaire de Friedrich Seeberg, Dieu est-il français, publié en 1930, pourrait être réécrit de nos jours sans rien y changer d'essentiel. Un pays qui a fait du bien-être individuel la source suprême de ses valeurs, est-ce que c'est sérieux? Supportable? Est-ce que ça peut durer longtemps? Nous étions, disait Seeberg, avec juste la pointe de regret nécessaire, le symbole éclatant et respectable d'un monde qui disparaît. Le meilleur service à nous rendre était encore de nous achever. Il serait douloureux, concluait-il, de penser que l'européanisation de la France puisse être à ce prix. Mais enfin, que voulez-vous? On n'a rien sans rien. De l'hitlérisation de la planète à sa disneyisation contemporaine, il n'y a que la violence qui est tombée. Et encore, pas pour tout le monde.